Maintenant, on va commencer un nouveau chapitre, les lois du mouvement circulaire. Dans la première partie du programme, on a vu le mouvement en ligne droite, soit mouvement horizontal, mouvement vertical ou mouvement des projectiles avec un angle. On applique les trois lois, les trois équations du mouvement, V final égale V initial plus AT, D égale V IT plus N demi AT carré, et troisième formule, V carré final moins V carré initial égale 2AD. Maintenant, on va prendre un nouveau genre de mouvement, le mouvement circulaire, comme le mouvement de la Terre autour du Soleil, le mouvement de la Lune autour de la Terre, le mouvement d'un ventilateur. Le plus proche exemple, si un morceau de pierre est attaché à une corde et on le fait tourner dans un mouvement circulaire. D'abord, est-ce qu'on peut appliquer les trois lois, les trois équations précédentes? Non. Maintenant, on va commencer une nouvelle partie, c'est le mouvement circulaire. Au commencement, qu'arrive-t-il si une force agit sur un corps dans le même sens du mouvement? Qu'arrive-t-il? On agit avec une force sur un corps dans le même sens du mouvement. Par exemple, on appuie sur l'accélérateur de la voiture. Qu'est-ce qu'il arrive? La vitesse de la voiture augmente, mais la voiture ne change pas de direction. Premier cas. Deuxième cas. Qu'arrive-t-il si on agit avec une force dans le sens contraire du mouvement? Par exemple, si on appuie sur les pédales des freins de la voiture, qu'arrive-t-il? La vitesse de la voiture diminue, mais elle ne change pas de direction. Troisième exemple. Qu'arrive-t-il si la force est perpendiculaire au sens du mouvement? Par exemple, nous remarquons que le corps se déplace un mouvement circulaire. Voilà, un corps attaché à une corde et on le fait tourner dans un mouvement circulaire. Le sens de la force est dirigé vers l'homme, il tire le corps. Et le sens du mouvement est perpendiculaire au sens du mouvement. Donc, le corps se déplace avec un mouvement circulaire. Qu'est-ce qu'il arrive? La vitesse ne change pas, mais elle change de direction. Encore une fois, si la force est perpendiculaire au sens du mouvement, par exemple, un corps attaché à une corde et on le fait tourner dans un mouvement circulaire. Nous remarquons que la valeur de la vitesse ne varie pas, mais le sens, ce qui varie. La force avec laquelle on tire un corps qui se déplace en mouvement circulaire, on l'appelle force centripète. Donc, on a vu trois cas. Premier cas, si la force est dans le même sens du mouvement, la vitesse du corps augmente, mais il ne change pas de direction. Deuxième cas, si la force est dans le sens contraire du mouvement, la vitesse du corps diminue, mais il ne change pas de direction. Si la force est perpendiculaire au sens du mouvement, la valeur de la vitesse ne change pas, mais il change de direction d'un point à un autre. Donc, quelle est la condition pour qu'un corps se déplace à un mouvement circulaire? Il faut qu'une force soit perpendiculaire au sens du mouvement. Voilà la condition pour qu'un corps se déplace en mouvement circulaire. Le mouvement circulaire. Quelle est la définition du mot mouvement circulaire? C'est le mouvement avec lequel le corps se déplace avec une vitesse constante, mais sens variable. Vitesse constante et sens variable. Et quand est-ce que? Quand la force est perpendiculaire au sens du mouvement. Maintenant, quels sont les genres des forces centripètes? On a 5 genres de forces centripètes. 5 genres de forces dans un mouvement circulaire. D'abord, la force de tension
Exemple, un corps attaché à une corde et on le déplace en mouvement circulaire. Donc, le corps est attiré vers le centre qui est la main. On l'appelle force de tension. Deuxième genre, force de gravitation. Par exemple, la force avec laquelle le Soleil retient les planètes autour d'elle, c'est la force centripète. Donc, deuxième genre de force centripète, le Soleil retient les planètes autour d'elle, c'est la force gravitationnelle. Troisième genre de mouvement, la force de frottement. Par exemple, la force entre les pneus de la voiture et le sol. Les pneus de la voiture se déplacent en mouvement circulaire. Qu'est-ce qu'il arrive entre le sol et les pneus de la voiture? Une force de frottement. Donc, troisième genre, force de frottement. Exemple, le mouvement, la force entre les pneus de la voiture et le sol. Quatrième genre de force de réaction. Exemple, une voiture de course qui se déplace en mouvement circulaire. Donc, on a une force. Quelles sont les forces qui agissent sur la voiture? On a, premier genre, force de poids dirigée vers le bas et réaction du sol dirigée vers le haut. Qu'est-ce qu'on va faire avec la force de réaction? On la décompose en deux forces perpendiculaires. Force de réaction horizontale et force de réaction verticale. Donc, la force de réaction est la valeur de la force de réaction, la composante verticale de la force de réaction. Donc, quatrième genre de force centripète, la force de réaction entre les pneus de la voiture, entre la voiture qui se déplace en mouvement circulaire. Cinquième genre de force, force de portance. Par exemple, un avion. Quelles sont les forces qui agissent sur un avion? Il y a le poids vers le bas, force de portance de l'air vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la force de portance? On la décompose en deux composantes, horizontale et verticale. Donc, cinquième genre de force, force de portance. La force de portance, la composante verticale et horizontale de la portance de l'avion. Maintenant, puisqu'il y a une force centripète, donc il y a une accélération. Quelle est la définition de l'accélération centripète? C'est l'accélération avec laquelle un corps se déplace en mouvement circulaire avec une vitesse constante et sens variable. Voilà, la valeur de la vitesse est constante dans le mouvement circulaire, mais qu'est-ce qu'il varie? Le sens de la vitesse, ici, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers le bas, ainsi de suite. Donc, quelle est la cause de l'accélération centripète? Que le sens de la vitesse est continuellement variable. Maintenant, on veut déduire une valeur pour l'accélération centripète. Donc, l'accélération centripète, c'est une accélération que le corps acquiert dans un mouvement circulaire dû à la variation de sens de la vitesse. La valeur ne change pas, mais quelle est la cause de l'accélération centripète? Le sens de la vitesse est continuellement variable. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut déduire une valeur pour l'accélération centripète. Nous supposons qu'un corps qui se déplace dans un mouvement circulaire avec une vitesse constante, v et v, mais le sens varie du point A au point B. Qu'est-ce qu'on va dessiner? Un triangle qu'on l'appelle triangle de vitesse. Que veut-on dire par triangle de vitesse? Représentation de la vitesse. Voilà une vitesse, par exemple 5. On dessine une droite qui est parallèle à elle et de longueur 5. Une autre valeur de vitesse 5, on dessine une droite parallèle à elle et de longueur 5. Donc V et V, la différence entre eux c'est delta V. Donc comment dessiner la triangle de vitesse? Représentation de la vitesse,
une vitesse a une valeur, n'importe quelle valeur, 10 mètres par seconde, on dessine une droite parallèle à elle et de longueur 10. Une autre valeur de vitesse de valeur 10, on dessine une droite parallèle à elle et de valeur 10. Donc V et V. Donc la différence entre eux, on l'appelle delta V. Ce qu'on appelle triangle de vitesse. Maintenant, est-ce que les deux triangles A, B, C et triangle de vitesse ou triangle de force, est-ce qu'ils sont semblables? Oui. Pourquoi? On a deux côtés égaux rayon et rayon. Ici, on a deux côtés égaux V et V. Ainsi, l'angle entre eux égale l'angle entre eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on profite si on a deux triangles semblables? Un rapport entre les côtés. Donc, si on dit AB sur R égale quoi de l'autre côté? Delta V sur V. AB, c'est une distance, et on sait que la distance égale V fois T. Donc, AB sur R égale delta V sur V. AB, qui on donne un symbole delta L sur R, voilà, égale delta V sur V. Maintenant, delta V égale V divisé vient de l'autre côté multiplié, voilà. Maintenant, on sait que l'accélération égale variation de vitesse sur variation de temps. Si on divise delta V par delta T, donc on divise ici aussi delta L sur delta T. Delta L sur delta T fois 1 sur R. Maintenant, delta L sur T, longueur sur temps, c'est vitesse. Vitesse fois vitesse, c'est V carré sur R. Donc, V carré sur R. L'accélération centripète égale V carré sur R. Ici, il n'y a pas une vitesse initiale ou vitesse finale. C'est une vitesse uniforme, vitesse constante. On va voir une autre fois la démonstration de la déduire de l'accélération centripète. Calcul de la valeur de l'accélération centripète. On doit dessiner deux schémas. Un corps qui se déplace en mouvement circulaire. Supposons deux points A et B. Le sens de la vitesse au point A, c'est V. Le sens de la vitesse au point B, c'est V. On va dessiner ce qu'on appelle triangle de vitesse. Représentation de la vitesse. V, on dessine une droite parallèle à elle et équilibrée à sa longueur. Et une droite V, on dessine une droite parallèle à elle de même longueur. V et V, la différence, c'est delta V. Est-ce que les deux triangles A, B, C et triangles de vitesse sont semblables? Oui. Pourquoi? On ne peut pas dire. On peut ne pas dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si on a deux triangles semblables? Rapport entre les côtés. Donc, AB sur R nous donne delta V sur V. AB sur R égale delta V sur V. AB, on lui donne le symbole delta L. Donc, delta L sur R égale delta V sur V, voilà. Maintenant, je veux delta V. Le dénominateur V vient de l'autre côté multiplié, voilà. Maintenant, si je divise les deux termes par delta T, il y a un échange. Delta V sur T, voilà. Delta L sur delta T, voilà. Delta L sur T, c'est la vitesse. V fois V, c'est VO carré. Donc, V carré sur R égale delta V sur delta T qui est l'accélération. Donc, l'accélération centripète égale delta V sur V égale V carré sur R. Et la vitesse ici, c'est la vitesse uniforme, la vitesse constante. Maintenant, calculer la valeur de la force centripète. D'après la deuxième loi de Newton, dans le chapitre précédent, on sait que la force égale masse fois accélération. Donc, on enlève accélération et on met à sa place V carré sur R. Donc, force centripète égale masse fois V carré sur R. Quels sont les facteurs dont dépend la force centripète? La masse du corps, la vitesse du corps et le rayon du trajet circulaire. Maintenant,
Calcul de la vitesse tangentielle, la vitesse du mouvement circulaire. On sait que vitesse égale distance sur temps. Le distance pour faire un tour complet, c'est le périmètre du cercle. Périmètre du cercle, 2πr. Donc V égale 2πr sur T. Et que veut-on dire par T majuscule? T majuscule, c'est la période. Que veut-on dire par période? Le temps pour faire un tour complet. Donc, on peut savoir la vitesse tangentielle en connaissant la période. Que veut-on dire par période? Le temps pour faire un tour complet. Et le rayon. Un exemple. Par exemple, les facteurs dont dépend la force centripète, on a dit la masse du corps, la vitesse du corps et le rayon du trajet circulaire. La vitesse et le rayon. Ici, on a quelques commentaires à savoir. Par exemple, commenter. Pourquoi il est interdit du déplacement des grands camions de se déplacer sur quelques courbes dangereuses? Il est interdit aux grands camions de se déplacer dans quelques courbes dangereuses. Pourquoi? Parce que les grands camions possèdent une grande masse. Par suite, la force centripète augmente. Par suite, il est difficile de contrôler le grand camion de se déplacer dans les trajets circulaires. Deuxième commentaire concernant la vitesse. Par exemple, les ingénieurs commentés, les ingénieurs de chemin déterminent une vitesse limite aux courbes qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, dans les courbes, c'est écrit c'est interdit de dépasser une certaine vitesse. Pourquoi? Parce que force égale mv carré sur r. Donc la force est directement proportionnelle avec le carré de la vitesse. Donc si la vitesse augmente, la force centripète augmente. Donc si la voiture dépasse une certaine limite, la vitesse augmente, la force centripète augmente, ce qui est difficile de contrôler la conduite d'une voiture sur quelques courbes dangereuses. Maintenant, la force est mv carré sur r, donc la force et le rayon c'est inversement proportionnel. Maintenant, pourquoi, par exemple, il faut se déplacer avec une petite vitesse sur les courbes dangereuses? Sur les petites courbes dangereuses, parce que le rayon est petit. Si le rayon est petit, donc la force augmente. Donc il est difficile de contrôler la conduite d'une voiture dans les petites courbes dangereuses. Maintenant, quel est l'effet de la décroissance de la force centripète sur le rayon de la trajectoire? Quelle est la relation entre la force et le rayon, puisque la formule force égale mv carré sur r, donc la force est inversement proportionnelle avec le rayon. Force est inversement proportionnelle au rayon. Commenter, quatrième commenter. Si une voiture se déplace sur une trajectoire courbée et la route était visqueuse, lézéga, alors les forces de frottement seront insuffisantes pour contrôler la voiture. C'est pour cela qu'il faut déplacer avec une petite vitesse si la route est visqueuse. Alors la voiture se glisse hors de la trajectoire courbée si la force centripète est insuffisante. Maintenant, quelques applications sur la force centripète, par exemple, sur le mouvement circulaire. Par exemple, dans les machines à lessiveuses, nous remarquons qu'elles se déplacent avec une grande vitesse. Quel est le rôle que la machine à lessiveuse se déplace avec une grande vitesse? Pour assécher les habits, pour trouver une méthode pour annuler l'eau des vêtements. Donc, première application pour assécher les habits dans les machines à lessiveuses. Assèchement des habits sur les habits.
Par exemple, les gouttes d'eau sont accolées aux habits avec une certaine force. Lorsque le séchoir tourne avec une grande vitesse, cette force sera insuffisante de laisser ces gouttes dans leur trajet et par suite elles se projettent dans la direction de la tangente de la circonférence du cercle. Donc ils sont jetés vers l'extérieur, les gouttes d'eau. Petit problème, une corde de masse 600 grammes, on la doit transformer de grammes en kilogrammes, on divise par 1000, 0,6. Le fil de longueur, la longueur du fil 10 cm, on divise par 100, c'est 0,1. Avec une vitesse 3 mètres par seconde, la vitesse est 3 au carré, V carré 3. Donc pour trouver la force centripète, mv carré sur R, la masse 0,6, la vitesse 3 au carré, le rayon 0,1, ça nous donne 54 newtons.